Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu son visage se dissoudre dans l'obscurité, un sourire triomphant aux lèvres, comme si elle avait enfin gagné la partie. Adieu, Claire, avait-elle murmuré, sa voix douce comme du velours empoisonné, avant que le coup de feu ne résonne dans la chambre froide de notre appartement haussmannien. Mais la mort n'était pas la fin, elle était le début d'une boucle infernale, et en rouvrant les yeux, je n'étais plus une cadavre sur le parquet et j'étais de retour, il y a 5 ans, dans ce même corps, ce même lit, avec son parfum encore sur les draps. Elle, Isabelle, ma sœur de cœur, mon amante, ma traîtresse, n'avait aucune idée que le fantôme qu'elle avait créé allait la hanter jusqu'à l'os. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'avait toujours semblé un écrin parfait pour nos secrets. C'était l'été 2020, et j'étais revenu en France après des années aérées en Europe, fuyant les fantômes de mon passé familial, un père banquier ruiné par un scandale, une mère disparue dans les méandres d'une dépression alcoolique. Isabelle et moi nous étions rencontrés à la Sorbonne, deux âmes égarées dans les couloirs labyrinthiques de la littérature comparée. Elle, avec ses cheveux noirs comme la nuit sur la Seine, ses yeux bleus qui promettaient des abysses de passion, moi, Claire Duval, la fille au sourire forcé et aux ambitions dévorantes. Nous avions juré fidélité éternelle sous les ponts humides, partageant des nuits volées dans les cafés de Saint-Germain, rêvant d'un empire à nous, une galerie d'art qui transformerait Paris en notre toile. Mais la trahison n'avait pas commencé par un baiser volé ou un mensonge anodin. Non, elle s'était enracinée plus profond, dans le terreau fertile de l'ambition. Isabelle provenait d'une lignée de notables lyonnais, des industriels du textile qui avaient su se réinventer dans la mode éco-responsable, bâtissant un empire valant des millions. Elle m'avait présenté à sa famille comme sa muse, la femme qui inspirerait leur prochaine collection. J'avais ri, flatté, ignorant que ce rôle n'était qu'un appât. En réalité, j'étais l'héritière cachée d'un secret que mon père avait emporté dans sa tombe, des documents prouvant que la fortune des Duval avait été volée à la famille d'Isabelle lors d'une fusion frauduleuse dans les années 80. Mon père, ce lâche, avait falsifié des contrats pour s'approprier des brevets, ruinant les ancêtres d'Isabelle. Elle le savait depuis l'enfance, et quand nous nous étions aimés, elle avait vu en moi non une amante, mais une clé ou plutôt, une serrure à détruire. Le jour de ma renaissance, je me suis réveillé en sursaut dans notre petit appartement du Marais, le soleil filtrant à travers les volets mi-clos. C'était le matin du 15 juin 2020, exactement 5 ans avant ma mort. Mon cœur battait la chamade, et les images de mon exécution me hantaient, son revolver plaqué contre ma tempe, le flash du coup, le goût métallique du sang. C'est un rêve, me suis-je dit, mais mes mains tremblaient en touchant la cicatrice imaginaire sur mon front. Non, ce n'était pas un rêve. J'étais là, vivante, avec le corps de mes 28 ans, et dans ma tête, les souvenirs des 5 années à venir, notre ascension fulgurante, la galerie qui explosait en succès, et la façon dont Isabelle m'avait peu à peu isolé, manipulant mes doutes jusqu'à me faire signer des procurations qui lui donnaient accès à tout, y compris à ces dossiers enfouis que j'avais exhumés par hasard dans le grenier familial. Je me suis levé, pieds nus sur le parquet craquant, et j'ai regardé mon reflet dans le miroir ancien. Mes yeux verts, héritage de ma mère bretonne, brillaient d'une lueur nouvelle, la rage. Isabelle dormait encore, nue sous les draps de lin, son corps sculptural comme une Vénus de marbre. J'ai failli la frapper, là, sur le champ, mais non. La vengeance ne serait pas brute, elle serait française, raffinée, empoisonnée au cyanure des mots et des actes calculés. J'allais la laisser croire que tout se déroulait comme prévu, que j'étais toujours sa marionnette amoureuse. Mais cette fois, je tenais les fils. Les premiers jours furent un exercice de discipline surhumaine. Nous avons repris notre routine, café aux fleurs, où elle esquissait des croquis de robes inspirés de mes poèmes, promenade le long de la Seine, où elle murmurait des promesses d'avenir. Claire, ma chérie, imagine, notre galerie, les ombres écarlates, deviendra le cœur battant de Paris. Et toi, tu seras ma reine. Ces mots, autrefois miel, sonnaient maintenant comme du vitriol. Je souriais, hochais la tête, mais intérieurement, je cartographiais son empire. Isabelle dirigeait déjà les affaires familiales en sous-main, via une holding nommée l'Atelier Noir. J'avais vu, dans ma vie précédente, comment elle avait utilisé mon nom pour blanchir des fonds douteux ou des partenariats avec des fournisseurs chinois peu scrupuleux, des subventions européennes détournées. Et le clou, ces dossiers Duval, qu'elle avait volés de mon coffre pour les détruire, prouvant que sa famille n'était pas la victime, mais la complice dans la fraude originelle. Pour commencer ma contre-offensive, j'ai décidé de plonger dans le passé. Tandis qu'Isabelle était en réunion à Lyon, j'ai fouillé notre appartement. Sous une pile de magazines Vogue, dans un tiroir secret de son bureau, j'ai trouvé une clé USB anodisée.
Mon cœur s'est arrêté, c'était une copie des dossiers que j'avais gardés en sécurité dans ma vie antérieure. Elle les avait volés plus tôt que je ne le pensais. En les ouvrant sur mon ordinateur portable, j'ai vu les preuves irréfutables, signatures falsifiées par mon père, mais aussi par le grand-père d'Isabelle, qui avait accepté un pot de vin pour fermer les yeux. Le secret n'était pas seulement le mien, il liait nos sangs dans une toile de mensonges. Elle m'avait tué non pas pour l'argent, mais pour effacer cette vérité qui menaçait de faire s'effondrer son mythe familial de pureté immaculée. Ce soir-là, quand elle est rentrée, les bras chargés de roses rouges, je l'ai accueillie avec un baiser fiévreux, masquant mon dégoût. J'ai une surprise, lui ai-je dit, feignant l'excitation. J'ai contacté un notaire pour accélérer l'ouverture de la galerie. On signe les papiers demain. Ses yeux se sont illuminés, mais j'ai vu l'ombre du calcul derrière. Elle pensait m'avoir en main. Pauvre idiote. Les papiers que j'avais préparés n'étaient pas pour la galerie, ils étaient pour une clause cachée, un piège qui lierait ses actifs aux miens, la forçant à révéler ses propres fraudes si elle voulait me protéger. Les semaines suivantes ont été un balai de tension. Paris s'éveillait à notre projet, des articles dans Le Monde sur le duo lesbien qui révolutionne l'art contemporain, des investisseurs attirés par notre charisme. Mais sous la surface, je creusais. J'ai rencontré en secret un ancien collègue de mon père, un avocat à la retraite nommé Henri, dans un bistrot obscur de Belleville. Mademoiselle Duval, ses documents. Il pourrait détruire des dynasties, m'a-t-il dit, ses mains arthritiques tremblant sur un verre de pastis. Il m'a donné des copies certifiées, et plus, le nom d'un témoin vivant, une ancienne secrétaire qui avait vu les pots de vin échangés. C'était le premier fil que je tirais. Isabelle sentait quelque chose, bien sûr. Ses questions se faisaient plus insistantes, tu es distante, ma love. Qu'est-ce qui te ronge? Je riais, l'attirais dans le lit, où je la faisais gémir sous mes caresses, apprenant ses faiblesses physiques comme je cartographiais ses faiblesses morales. Une nuit, après l'amour, elle s'est confiée ou du moins, a-t-elle cru, ma famille. Il me presse pour que je récupère ce qui nous appartient. L'héritage Duval. J'ai feint la surprise, les larmes aux yeux. Mais c'est le passé, Isabelle. On construit l'avenir ensemble. Elle m'a serré contre elle, ignorant que je gravais chaque mot pour le tribunal à venir. Bientôt, la galerie a ouvert ses portes dans une ruelle du 6e arrondissement, un espace aux murs écarlates où nos œuvres, mes poèmes calligraphiés sur soie, ces robes sanglantes fusionnées en une symphonie macabre. L'inauguration fut un triomphe, champagne qui coule, flash des photographes, des célébrités comme Charlotte Gainsbourg murmurant des compliments. Mais au milieu de la foule, j'ai glissé un mot à un journaliste de Libération, un ami de la Sorbonne, regardez de plus près les financements de l'Atelier Noir. Il y a des ombres. C'était ma première flèche empoisonnée, subtile, française dans son élégance perfide. Pourtant, la trahison d'Isabelle n'était pas seulement financière. Dans ma vie précédente, elle m'avait isolé de mes amis, me convainquant que j'étais paranoïaque, que mes doutes sur sa famille étaient des fantômes du passé. Elle avait même saboté ma relation avec ma cousine Élise, en répandant des rumeurs de jalousie. Cette fois, j'ai ravivé ces liens. Élise, galeriste à Bordeaux, m'a envoyé des contacts, des experts en art qui pourraient évaluer les prêts que Isabelle avait faits à la galerie avec des fonds occultes. Chaque appel était un pas vers l'abîme. Un soir pluvieux, alors que la Seine gonflait sous les averses d'automne, Isabelle m'a confronté. Nous étions dans notre bureau de la galerie, entourés de toiles inachevées. Claire, j'ai vu tes recherches sur l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fabriques? Sa voix était un sifflement de serpent. J'ai levé les yeux, calmement, et pour la première fois, j'ai laissé transparaître la haine. Je répare ce que ton grand-père a brisé, Isabelle. Et ce que tu as essayé de finir. Le silence qui a suivi fut électrique, chargé de 5 ans de mensonges. Elle a ri, nerveusement. Tu bluffes. Tu n'as rien. Mais ses mains tremblaient. J'avais gagné la première manche. L'hiver 2020 s'est abattu sur Paris comme un linceul, avec ses brumes froides qui enveloppaient le Louvre et ses flocons rares qui fondaient sur les pavés de la place Vendôme. La galerie prospérait, mais les fissures apparaissaient. Le journaliste de Libération avait publié un article discret, l'Atelier Noir, ombre sur les subventions vertes. Isabelle avait paniqué, passant des nuits blanches à téléphoner à Lyon, à ses oncles aux voix rocailleuses. Moi, je jouais la consolatrice, lui offrant du vin rouge et des massages, tout en envoyant des copies anonymes des dossiers à un procureur que Henri m'avait recommandé à un homme intègre, rare perle dans le marécage judiciaire français.
Ma revanche prenait forme en strates, comme les couches d'une peinture impressionniste, d'abord les couleurs vives de la séduction, puis les ombres grises du doute, enfin le noir absolu de la révélation. J'ai commencé par des actes mineurs, controversés même à mes propres yeux. Une nuit, j'ai effacé des fichiers de son ordinateur, pas les miens, mais ceux qui documentaient ses dons à des associations caritatives, en réalité des façades pour du blanchiment. Était-ce moral? Non. Mais la morale était un luxe que la mort m'avait arraché. Quand elle a découvert la perte, elle a pleuré dans mes bras, quelqu'un nous sabote, Claire. C'est la malédiction familiale. J'ai hoché la tête, feignant l'effroi, mais intérieurement, je jubilais. C'était le début de sa paranoïa, le poison que j'instillais goutte à goutte. Pour approfondir, j'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, sa famille. Les Duval étaient morts ou dispersés, mais les Lefebvre, le clan d'Isabelle, régnait encore sur Lyon. J'ai voyagé en train, sous prétexte d'une expo à la Biennale, et j'ai rencontré la secrétaire témoin, une femme de 70 ans nommée Madame Berger, vivant dans un HLM modeste du 7e arrondissement. Ses yeux s'embuaient en revoyant les photos jaunies. Votre père était un homme bon, mademoiselle, mais désespéré. Et le vieux Lefebvre. Il a pris l'argent sans sourciller. J'ai tout vu, mais la peur m'a tué à petit feu. Elle m'a donné un affidavit notarié, tremblant de ses mains ridées. En retour, je lui ai promis une pension anonyme, un geste qui me rongeait, car c'était de l'argent de la galerie, notre rêve commun perverti. De retour à Paris, Isabelle m'attendait avec un dîner aux chandelles au Fouquet's. Tu m'as manqué, murmura-t-elle, ses doigts glissant sur ma cuisse sous la table. Le sexe qui a suivi fut violent, presque haineux, je la dominais, griffant son dos jusqu'au sang, et elle gémissait de plaisir mêlé de douleur. C'était ma façon de la marquer, de lui rappeler qui contrôlait maintenant. Mais le lendemain, elle a contre-attaqué. Un appel de son oncle, ils avaient engagé un détective privé pour fouiller mon passé. Claire, dis-moi la vérité. Ces rumeurs sur ton père. Elles reviennent. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon cœur un tambour de guerre. La vérité? C'est que ton empire est bâti sur des mensonges, Isabelle. Et je vais les déterrer. C'est alors que la première décision controversée est tombée. Pour protéger mon plan, j'ai dû sacrifier un innocent, un jeune assistant de la galerie, Lucas, qui avait surpris une conversation sur les financements. Dans ma vie précédente, Isabelle l'avait corrompu avec de l'argent, cette fois, je l'ai devancé. Je lui ai offert un billet pour New York, un stage bidon, et en échange de son silence, une somme rondelette. Mais quand il a hésité, menaçant de parler, j'ai dû aller plus loin, j'ai falsifié un email le faisant passer pour un voleur d'œuvres. La police l'a arrêté discrètement, et Lucas a disparu de nos vies, brisé. Étais-je devenu comme elle? Le miroir me renvoyait un monstre, mais la voix de la morte en moi chuchotait, survie. Venge-toi. La tension montait en flèche. Les médias s'emparaient du scandale, Le Figaro titrait les dynasties mode en péril, fraude au cœur de l'atelier noir. Isabelle buvait plus, ses yeux injectés de sang lors de nos disputes. Tu me caches quelque chose, Claire. Je le sens, hurlait-elle un soir, balançant un vase mine contre le mur. Les éclats de porcelaine jonchaient le sol comme des os brisés. Je l'ai giflée ma première violence physique et elle s'est figée, choquée. C'est toi qui m'as trahi en premier, elle sifflait. Depuis le début. Elle a reculé, le rouge de la gifle fleurissant sur sa joue pâle. Ce fut le tournant, elle savait que je savais. Pour accélérer le chaos, j'ai leaké l'affidavit de Madame Berger à un blogueur influent sur Twitter ou X, comme on l'appelait alors. Les tweets enflammaient la toile, Lefebvre scandale trending à Lyon. Isabelle rentra enragée d'une réunion familiale, me plaquant contre le mur. C'est toi, n'est-ce pas? Tu veux me détruire. Ses ongles s'enfonçaient dans mes bras. J'ai ri, un rire froid, baudelairien. Pas détruire. Rééquilibrer. Elle m'a embrassé alors, un baiser de désespoir, et nous avons fait l'amour sur le sol, un mélange toxique de haine et de désir. Mais au matin, elle était partie pour Lyon, me laissant une note, protège-toi, ma love. Les loups arrivent. Seul, j'ai contacté Élise. Viens à Paris. J'ai besoin de toi. Ma cousine arriva en TGV, les yeux emplis d'inquiétude. Ensemble, nous avons compilé un dossier béton, preuve de blanchiment, lien avec la fraude originelle, et même des enregistrements que j'avais secrètement faits d'Isabelle admettant des arrangements familiaux. Élise,
pragmatique comme une bordelaise, secoua la tête. Claire, c'est de la dynamite. Mais es-tu prête pour le backlash? Tu vas tout perdre, la galerie, ta réputation. J'ai souri amèrement. J'ai déjà tout perdu une fois. Cette fois, c'est elle qui paiera. Le nouvel an 2021 approchait, et Paris scintillait de guirlandes malgré la pandémie qui nous isolait dans nos bulles dorées. Isabelle revint, changée, plus froide, plus calculatrice. J'ai négocié avec la famille. On enterre tout, Claire. Signe ça. C'était un accord de confidentialité, me liant à un NDA qui m'empêcherait de parler. Ironie, dans ma vie précédente, j'avais signé sans lire. Cette fois, j'ai feint l'hésitation, puis accepté mais avec une clause secrète, rédigée par Henri, qui invalidait le tout si des fraudes étaient prouvées. Le piège se refermait. Mais la controverse éclata plus tôt que prévu. Un oncle d'Isabelle, fou de rage, commit l'erreur fatale, il tenta de m'intimider. Un soir, dans une ruelle près de la galerie, 2 hommes en costard me coincent. Signe et disparaît, ou on te brise. J'ai sorti mon téléphone, enregistré tout. La voix tremblante mais ferme, vous regretterez ça, messieurs. Ils rirent, mais le lendemain, l'audio fuitait sur France Info. Scandale national, menace dans le monde de la mode, les Lefebvre impliqués. Isabelle me téléphona, hystérique. Que as-tu fait? Je répondis calmement, ce que tu aurais fait à ma place. Elle raccrocha, et je sus que la guerre était déclarée. Les investisseurs fuyaient l'atelier noir, les actions familiales plongeaient. Elle revint à Paris, à Garde, et nous nous affrontâmes dans la galerie vide, sous les regards muets des toiles écarlates. Pourquoi, Claire? Je t'aimais, hurla-t-elle. Tu m'as tué pour un mensonge, rétorquai-je. Et maintenant, je te rends l'appareil. Elle s'effondra, pleurant, et pour un instant, la pitié me traversa. Mais la morte en moi la balaya. Demain, le procureur aura tout. Le printemps 2021 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle, les cerisiers du Champ-de-Mars en pleine floraison tandis que l'Empire Lefebvre se fanait comme une rose empoisonnée. Les perquisitions commencèrent discrètement des agents en civil fouillant les bureaux de Lyon, saisissant des disques durs et des livres de comptes. Isabelle, revenue au Marais, errait comme un spectre dans notre appartement, ses yeux cernés témoignant de nuits blanches passées à plaider auprès de ses oncles. C'est la fin, Claire. Tout ce qu'on a bâti, murmura-t-elle un matin, en versant du café qui se renversa sur la table. Je la regardais, impassible. Ce qu'on a bâti? C'était ton piège, pas le nôtre. Ma vengeance atteignait son apogée, mais elle exigeait des sacrifices que même moi, revenu des enfers, n'avais pas anticipés. La galerie, notre enfant chéri, devint un boulet. Les artistes exposés fuyaient, craignant le scandale, les critiques, autrefois élogieux, publiaient maintenant des éditos venimeux dans Télérama, les ombres écarlates, art ou artifice frauduleux. J'ai dû décider, la fermer ou la transformer en arme. La controverse me rongeait, étais-je en train de détruire non seulement Isabelle, mais aussi l'héritage culturel que nous avions rêvé? Élise me conseilla la prudence, vantée par Claire. Sauve-toi. Mais non. J'ai injecté mes derniers fonds personnels à un héritage modeste de ma mère pour engager un avocat d'élite, Maître Laurent, un requin du palais de justice connu pour avoir fait tomber des politiciens corrompus. Les auditions commencèrent en mai, dans une salle anonyme du tribunal de Paris, avec ses murs beiges et son odeur de vieux papier. Isabelle y parut, impeccable en tailleur Chanel, mais ses mains tremblaient en signant les déclarations. Je témoignais en dernier, sous serment, déroulant le fil de la fraude comme un roman de Zola, les signatures falsifiées, les pots de vin, le rôle du grand-père Lefebvre. Ce n'était pas seulement de l'argent, dis-je à la juge, une femme aux lunettes sévères. C'était une trahison familiale, une vengeance personnelle qui a coûté des vies. Les yeux d'Isabelle me transperçaient, un mélange de haine et d'incrédulité. À la pause, elle s'approcha, murmurant, « Tu es un monstre, Claire. Je t'ai aimé. » Je souris froidement. L'amour est un poison lent, ma chérie. Tu me l'as appris. Mais la vraie décision controversée vint cette nuit-là. Seul dans l'appartement, je reçus un appel anonyme, un cousin Lefebvre, désespéré, offrait un marché. Laisse tomber les poursuites. On te donne la galerie, et la moitié de l'empire. C'était tentant la richesse, la sécurité, une vie sans chaîne. Mais accepter aurait signifié trahir la morte en moi, pardonner l'impardonnable. Au lieu de ça,
j'ai enregistré l'appel et l'ai envoyé au procureur. Était-ce cruel? Oui. Politiquement incorrect dans un monde qui prône le pardon? Absolument. Mais la justice française, avec ses lenteurs byzantines, avait besoin de carburant, et je le fournissais. La presse s'emballa, Claire Duval, la vengeresse de l'art, inside story d'une trahison lesbienne. Les tabloïds comme Voici spéculaient sur notre relation, transformant notre amour en soap-opéra sordide. Des féministes m'acclamaient comme une icône, d'autres me lapidaient pour trahir une sœur. Paris bruissait de rumeurs, des dîners en ville où l'on chuchotait, elle l'a eu aux tripes, c'est Isabelle. Moi, je naviguais ce tourbillon, interviewé sur France Inter, où je parlais de résilience avec une voix d'acier. La trahison n'est pas genrée, dis-je. C'est humaine, et elle mérite d'être punie. Isabelle contre-attaqua, bien sûr. Elle engagea un tabloïd pour révéler mes secrets, mon passé dépressif, une brève liaison avec un prof à la Sorbonne, même des rumeurs sur ma mère. Claire Duval, ange ou démon, titra Paris Match. Ça me blessa, ravivant les fantômes, mais je ripostai avec élégance, un communiqué de presse où je révélais publiquement les dossiers Duval-Lefebvre, avec scan en ligne. Le net explosa. Justice pour Duval trendait, et des manifestations sporadiques fleurissaient devant les boutiques Lefebvre à Lyon. Pourtant, la tension personnelle culmina lors d'une confrontation privée. Elle força l'entrée de la galerie un soir de juin, trempée par une averse, ses cheveux plaqués comme une méduse. Pourquoi ne pas m'avoir tué tout de suite, Claire? Au lieu de ce supplice, hurla-t-elle, brandissant un chèque en blanc. Prends ça et disparais. Je m'approchai, lentement, et lui arrachai le papier. Parce que la mort est trop facile. Tu m'as fait souffrir 5 ans à l'isolement, les doutes, le coup de feu final. À ton tour. Elle me gifla, fort, et je sentis le sang à ma lèvre. Puis, dans un geste impulsif, elle m'embrassa, désespérée. Nous luttâmes, corps contre corps, entre violence et désir résiduel. Je t'aime encore, gémit-elle. Menteuse, répondis-je, la repoussant. Elle partit en larmes, mais je sus, elle préparait son coup bas. Celui-ci vint vite. Des fuites anonymes sans doute elle accusait mon père non seulement de fraude, mais de harcèlement sur Madame Berger. Un scandale secondaire qui me salit, forçant Henri à témoigner en ma faveur. C'est de la diffamation pure, gronda-t-il au téléphone. Mais le mal était fait, des sponsors de la galerie se retirèrent, et Élise me pressa, arrête, Claire. Tu te destroies. J'hésitais, pour la première fois depuis ma renaissance. Était-ce la vengeance qui me tuait à nouveau? Non. J'appelai le procureur, poursuivait. Tout. L'été s'acheva sur une perquisition spectaculaire à l'Atelier Noir, filmée par des drones pour les JT. Isabelle fut interrogée publiquement, menottée devant les caméras ou une humiliation française, théâtrale. Elle me regarda à travers l'écran de la télé, ses yeux implorant pardon. Mais le mien était sec. La machine judiciaire tournait, inexorable, et je sentais le vent tourner en ma faveur. Pourtant, une ombre planait, dans ma vie précédente, il y avait eu un twist que j'avais oublié. Isabelle n'était pas seule, un amant secret, un banquier influent nommé Thierry, tirait les ficelles. Était-il de retour? Mes recherches nocturnes le confirmèrent, des transferts d'argent vers son compte. La trahison était plus profonde, un trio infernal. Je décidai de frapper plus haut, contacter Thierry directement, sous couvert d'une rencontre amicale. Rejoignez-moi au Ritz, lui écrivis-je. Le piège s'élargissait. Automne 2021, et Paris se parait de ses teintes ocres, les feuilles mortes tourbillonnant sur les boulevards comme des confettis d'un bal funèbre. Le procès Lefebvre battait son plein au tribunal de commerce de Lyon, un amphithéâtre aux lambris sombres où les avocats s'affrontaient comme des duellistes du XIXe siècle. Isabelle y comparaissait, flanquée de maître Laurent pour la partie civile mon avocat, que j'avais engagé pour représenter les intérêts des Duval. Elle, pâle sous son maquillage impeccable, évitait mon regard depuis la barre. Moi, je siégeais au fond, anonyme dans la galerie publique, mais mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Chaque témoignage était une lame, Madame Berger, frêle sur l'estrade, récitant son affidavit d'une voix chevrotante, Henri produisant les contrats jaunis, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. La presse, affamée, dévorait tout. Le Monde titrait L'Empire en cendres, une saga de trahison familiale, Closer spéculait sur l'ex-amante vengeresse. J'étais devenu une figure controversée, pour certains, une justicière moderne à la Simone de Beauvoir, pour d'autres,
une harpie calculatrice détruisant des emplois au nom d'un passé révolu. Des lettres anonymes pleuvaient à la galerie, des menaces de mort signées les fidèles Lefebvre, des propositions de mariage de fans énamourés de mon haut courage lesbien. Paris, ville des paradoxes, me glorifiait et me lapidait en un souffle. Ma décision la plus controversée surgit alors, infiltrer le camp adverse. Sous un faux nom, j'ai contacté Thierry, l'amant secret d'Isabelle, via un profil LinkedIn fabriqué. Investisseur intéressé par l'atelier noir en crise, écrivis-je. Il mordit à l'hameçon, proposant un rendez-vous discret au bar du Crillon, ce palace haussmannien où les deals se nouent dans l'ombre des lustres en cristal. J'y allais déguisé aux perruques blondes, lunettes fumées ou le cœur battant. Thierry était un homme de 50 ans, bedonnant, avec un sourire carnassier et une Rolex trop voyante. « Que voulez-vous savoir, mademoiselle ?» Les failles de Lefebvre, répondis-je d'une voix altérée. Il rit, commanda du champagne. Isabelle est finie, mais moi, je peux rebâtir. Pour un prix. Ce qui suivit fut un jeu de séduction pervers. Je le laissai me toucher la main, glousser à ses blagues grasses, tout en enregistrant discrètement sur mon téléphone. Il avoua tout, les transferts occultes pour couvrir les fraudes, son rôle dans la disparition des dossiers Duval 5 ans plus tôt et pire, son implication dans un réseau de corruption impliquant des élus lyonnais. Isabelle était mon pion, crachata-t-il, éméché. Une belle marionnette. J'ai feint l'intérêt, lui promettant une alliance, mais intérieurement, je vomissais. Quitté le Crillon, je transmis l'enregistrement au procureur. Une vie ruinée de plus haut, Thierry arrêté le lendemain pour extorsion. Était-ce justice ou vengeance gratuite? Les deux, et ça me rongeait. Isabelle apprit vite. Elle m'appela d'une voix brisée, « Thierry. C'était toi. Tu as couché avec lui. » Hystérie. Non, mais j'aurais pu, rétorquai-je. Pour te voir crever un peu plus. Silence, puis un sanglot. Reviens-moi, Claire. On peut tout recommencer. Tentante, cette offre l'amour toxique, le lit chaud contre le froid de la solitude. Mais la balle dans ma tempe résonnait encore. Trop tard. Le procès s'intensifia. L'avocat d'Isabelle, un renard rusé, tenta de me discréditer. « Mademoiselle Duval, n'avez-vous pas falsifié des preuves pour venger un amour perdu ?» La salle bruissa. Je me levai, sereine. Perdu? Elle m'a assassiné, monsieur. Moralement, puis littéralement. Murmure choqué. La juge frappa du marteau. Mais le vrai coup vint d'un témoin surprise, Élise, produisant des emails prouvant qu'Isabelle avait planifié mon isolement dès 2020. Elle voulait les Duval pour elle seule, témoigna ma cousine, les yeux durs. Dehors, la tension débordait. Des manifestants pro-Lefebvre bloquèrent la galerie, hurlant honte à la traîtresse. La police intervint, gaz lacrymogène flottant sur le marais. Je dus fermer pour sécurité, virant le personnel restant des décisions qui me valurent des nuits d'insomnie, hantées par des visages désespérés. Tu deviens comme eux, me reprocha Élise lors d'un dîner au bistrot. La vengeance corrompt. Je bus un verre de vin trop vite. Peut-être. Mais elle guérit aussi. Le twist approchait, tapis dans l'ombre. Lors d'une pause du procès, je surpris une conversation. Isabelle, en cellule provisoire, avait engagé un hacker pour effacer les preuves numériques. Panique. J'alertai le procureur, mais trop tard, des fichiers disparurent. Pire, on trouva dans mon appartement une lettre anonyme menaçant de révéler ton vrai secret, Claire. Mon sang se glaça. Quel secret? La nuit suivante, seul, je fouillais mes souvenirs. Dans ma vie précédente, juste avant ma mort, Isabelle avait glissé, ton père n'était pas le seul coupable. Ta mère. Ma mère, disparue en 2015, officiellement suicide. Mais si. Je contactai un privé, un ex-flic nommé Duval, ironie du sort. Il creusa, archives d'hôpital, témoignages. La révélation frappa comme un coup de poignard, ma mère n'avait pas suicidé. Elle avait été poussée par un accident orchestré par mon père, pour couvrir la fraude où le grand-père Lefebvre avait fourni l'alibi. Mais le twist, Isabelle l'avait découvert enfant, et au lieu de compassion, elle l'avait utilisé contre moi, me faisant douter de ma santé mentale pour me contrôler. Tu es comme ta mère, fragile, me disait-elle souvent. C'était du gaslighting pur, un poison psychologique. Furieusement, je confrontai Isabelle lors d'une visite pénitentiaire, à travers la vitre blindée de la maison d'arrêt de Fresnes. Ma mère.
Tu savais. Elle pâlit. Claire, c'était pour te protéger. Me protéger de quoi? De la vérité qui te détruit. Elle fondit en larmes. Je t'aimais trop. J'ai voulu effacer le passé pour nous. Mensonge. Mais dans ses yeux, j'y vis le doute et peut-être, un regret sincère. Ça me troubla, cette humanité résiduelle. Était-ce le moment de pardonner? Non. Le pardon est pour les vivants purs, moi, j'étais un revenant. Le hacker fut arrêté, grâce à mes traces numériques. Le procès reprit, et Thierry, depuis sa cellule, balança tout, le réseau de corruption, les liens avec Isabelle. L'Empire s'effondrait aux faillites déclarées, oncles inculpés. Isabelle plaida coupable pour fraude mineure, évitant la prison ferme, mais perdant tout, titre, fortune, non. Elle sortit en novembre, brisée, logée dans un studio sordide de la banlieue. Je la revis une dernière fois, par pitié ou curiosité, dans un café anonyme de Bastille. Elle était maigre, les cheveux ternes. « Qu'est-ce que tu veux, Claire? Me voir ramper ?» Je posai un dossier sur la table, les preuves complètes, y compris sur ma mère. La vérité. Pour que tu vives avec. Elle le prit, tremblante. Et toi? Qu'est-ce que tu gagnes? Je souris tristement. La paix. Ou du moins, son illusion. Hiver 2021 à 2022, et Paris s'enfonçait dans un froid mordant, la neige saupoudrant la scène d'un voile virginal qui contrastait avec le sang versé. Le verdict tomba en décembre, l'atelier noir dissous, bien saisi, Isabelle condamnée à 5 ans avec sursis et une amende ruineuse. Les Lefebvre, dynastie en miettes, se dispersèrent oncles en fuite fiscale, cousins vendant leurs vignobles pour payer les avocats. Moi, Claire Duval, j'émergeais des cendres, mais marqué, la galerie rouverte sous un nouveau nom, les lumières brisées, un espace dédié à l'art féministe et au thème de résilience. Les critiques applaudissaient, mais je sentais le vide, la victoire avait un goût de cendre. La controverse ne s'apaisa pas. Des pétitionnaires accusaient le système de favoriser les victimes blanches et bourgeoises, des intellectuels dans le débat disséquaient ma vengeance nietzschéenne. J'écrivis un essai pour Libération, Trahir pour survivre, une odyssée lesbienne dans l'ombre française, où je confessais mes doutes, mes actes gris, le faux email à Lucas, l'enregistrement piégé de Thierry. La revanche n'est pas propre, écrivais-je. Elle tâche l'âme. Ça fit scandale, divisant mes soutiens, mais libéra quelque chose en moi, l'authenticité. Isabelle disparut après le café de Bastille. Rumeur, elle s'était exilée à Lisbonne, attendant l'usure du temps. Mais le twist final, celui qui scella notre boucle, vint en février. Une lettre, postée de Portugal, glissée sous ma porte. Dedans, une clé USB, et une note d'une écriture tremblante. Claire, je ne peux pas vivre avec ça. Le secret complet. Ta mère. Ce n'était pas seulement ton père. J'ai des preuves que c'était un pacte, Lefebvre et Duval, pour couvrir un meurtre plus ancien. Lis, et pardonne si tu peux. Ou utilise-le pour achever ce que tu as commencé. Je branchai la clé, le cœur serré. Les fichiers, scan d'un journal intime de ma grand-mère, révélant un homicide en 1975, un rival commercial tué par mon grand-père et celui d'Isabelle, corps jeté dans la Saône. La fraude n'était que la surface, en dessous, un meurtre fondateur, enterré par 2 familles alliées dans le crime. Isabelle l'avait su toute sa vie, hérité du fardeau, et m'avait aimé en sachant que nos lignées étaient maudites. Pourquoi me le donner maintenant? Rédemption? Ou dernier coup, pour me noyer dans le deuil? Je passais des nuits blanches, errant sur les berges de la Seine, le vent fouettant mes larmes. Appeler la police? Ça rouvrirait les plaies, détruirait ce qui restait de paix. Brûler la clé? Trahir les morts. La décision fut la plus controversée de toutes, je contactai un journaliste indépendant, un ami d'Élise, et lui donnai une version édulcorée assez pour un livre anonyme, Les ombres de la Saône, publié sous pseudonyme. Pas de nom, mais des faits qui forcèrent une enquête froide sur le meurtre de 1975. Les familles Duval et Lefebvre furent discrètement interrogées, forçant des confessions tardives. Pas de prison, mais une catharsis collective, des mémoires familiales brisées, reconstruites. Isabelle? Je ne la revis jamais. Des mois plus tard, un article dans O Globo mentionnait une designer portugaise inspirée par une trahison parisienne, exposant des robes écarlates déchirées. Était-ce elle, renaissant de ses cendres? Peut-être.
Pour moi, la boucle se ferma au printemps 2022, lors d'une expo solo à la galerie. Debout devant une toile immense, un autoportrait mi-corps, yeux verts remplis de rage apaisée, je sentis la morte en moi s'éteindre. Adieu, fantôme, murmurai-je au miroir. Paris, impitoyable et magnifique, continua son ballet. J'écrivis un roman, inspiré de tout, Renaissance écarlate, un best-seller controversé qui remporta le prix Goncourt. Élise devint ma partenaire en affaires, Henri, un oncle d'élection. Et l'amour? Il revint, timide, avec une curatrice nommée Sophie, au rire franc et aux mains douces. Pas de passion toxique, mais une quiétude méritée. Pourtant, dans les nuits calmes, je rêve encore du coup de feu, de son sourire triomphant. La vengeance m'a sauvé, mais elle m'a changé, plus dur, plus vrai. Elle voulait m'effacer, j'ai effacé son empire. Et dans cette danse macabre, j'ai trouvé non la paix, mais une forme de grâce française, dramatique, éternelle.